Bon, bonsoir, ça marche mieux quand on met le stream. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et qu'on est prêt pour un très joli débriefing évidemment de ce Grand Prix d'Italie à Monza. Ça fait 2 ans de suite que le Grand Prix d'Italie accouche d'un vainqueur plutôt inattendu, même si, bon, vous l'avez vu dans le Racing Café, on vous l'a dit parce qu'on est les meilleurs, bien évidemment. Mais donc Daniel Ricciardo s'impose avec sa McLaren aujourd'hui. C'est la première victoire de Daniel Ricciardo depuis 3 ans, c'était en 2018 sa dernière victoire. Première victoire de McLaren depuis 9 ans. Premier doublé de McLaren car Lando Norris termine deuxième depuis 11 ans. Rendez-vous compte quand même, ça remonte à pas mal de temps tout cela et ce fut long, mais voilà, eh bien ils ont été patients et ça fait plaisir de voir maintenant bien sûr les McLaren terminer aux 2 premiers rangs. Emmanuel Manu qui nous dit je ne suis plus étanche, tu m'étonnes. Alors là je peux bien vous croire, les fans de McLaren, profitez-en bien parce que c'est un très très bon retour au premier plan de cette écurie. On va débriefer tout ça, bien évidemment l'accrochage entre Lewis Hamilton et Max Verstappen qui cette fois-ci, écoutez, ça s'est terminé avec un abandon des deux côtés tout simplement, donc il n'y a pas de gagnant, pas de perdant techniquement vraiment à cet instant-là puisque les deux ont été éliminés. Mais je vous rappelle que pour faire un bon débrief ici, on vous fait la course des 20 pilotes dans leur ordre d'arrivée, donc autant vous dire que l'accident Verstappen-Hamilton, on va en parler dans un petit peu de temps, hein. Bien sûr, on va y aller tranquillement, on va commencer par la course des McLaren. Du coup on peut le faire en package puisqu'il termine aux deux premiers rangs avec Daniel Ricciardo qui remporte donc cette victoire, sa première victoire chez McLaren évidemment, son premier podium chez McLaren, sa 8e victoire en Formule 1, et donc comme je vous le disais, ça faisait 3 ans qu'il attendait cela, Daniel Ricciardo, et ça tombe à un moment absolument parfait, c'est-à-dire que le gaillard évidemment depuis le début de saison vit un peu un cauchemar, on va pas se le cacher, c'est quand même très compliqué pour lui depuis le début de l'année. Daniel Ricciardo, il est vraiment dans une impasse, dans une mauvaise passe. Il y a eu des week-ends extrêmement difficiles. On a le souvenir évidemment du Grand Prix de Hongrie où il a terminé prostré dans son cockpit parce qu'il comprenait pas ce qu'il venait de vivre et c'était un Grand Prix affreux. Et puis il y a eu une petite éclaircie la semaine dernière. Il s'est quand même bien présenté en qualification à Zandvoort. Après en course, il a dû laisser passer Norris qui était sur une stratégie différente. Il finit pas dans les points, donc quand même, ce petit coup d'inachevé. Mais autant sur ce week-end, il est excellent. Je veux dire, Ricciardo, il n'y a rien à dire sur tout le week-end. Vendredi, il se qualifie à 6 millièmes de Lando Norris. Donc, on va pas se le cacher, vraiment. 6 millièmes, c'est à peu près là où il doit être. Hein, donc, c'est pas affreux. Il prend un super départ en qualification sprint, puisqu'on vous rappelle que c'était la 2e manche où nous avions une qualif sprint, ces fameuses petites courses de 200 km. Donc, il se retrouve... 3e hier de cette qualification sprint, ça fait un point en championnat, c'est toujours bon à savoir, mais surtout évidemment ça lui permet de s'élancer en première ligne aujourd'hui puisque Valtteri Bottas qui a remporté la qualification sprint a changé de moteur et a dû s'élancer en fond de grille. Et là je trouve quand même que Ricciardo à ce moment-là, il y a de quoi un peu perdre les pédales. Et c'est vrai, Bubus, tu le dis, il fait une belle 4e place aux qualifications à Spa, mais c'était dans des conditions compliquées et puis Norris l'aurait battu à plat de couture quasiment, enfin s'il s'était pas craché, mais il s'est craché, donc voilà, c'est au mérite de Ricciardo sur ce coup-là. Mais disons qu'il se retrouve en première ligne, ça fait un bail qu'il n'est pas là, il sait qu'il y a toute cette pression inhérente au fait qu'il se fait quand même latter par Lando Norris depuis le début de l'année. Il peut facilement se louper, on a vu hier en plus que le côté droit de la piste c'était pas forcément le meilleur. Et puis franchement, exceptionnel quoi, il prend un départ parfait, il dépasse Max Verstappen au départ, et je pense qu'on y a tous pensé. À la fin de ce premier tour, il le boucle en tête, on se dit c'est sympa, Ricciardo est en tête, c'est cool, mais Verstappen va le dépasser facilement à un moment donné, et voilà. Mais bon, il peut finir sur le podium, on était déjà content, on se disait un petit podium derrière Ricciardo, c'était inattendu, donc c'était plutôt chouette. Et là, il fait un premier relais superbe, c'est-à-dire qu'au début, alors il profite aussi de cette belle vitesse de pointe qu'avait la McLaren, on va pas le cacher, mais il fait le job, il fait pas une seule erreur, et il arrive à sortir Verstappen de son DRS. Et à ce moment-là, je me dis... Oui, il y a évidemment les turbulences qui aident, mais il y a quand même une possibilité qui joue quelque chose. Ça aurait dépendu évidemment des aérostands de tout à chacun, et vous avez vu que ça s'est mal passé pour Verstappen, mais je pense que du coup, à la régulière, parce que, pas se le cacher, s'il y avait un undercut d'un côté, il y aurait eu un tour d'écart, donc il n'y avait pas trop de problèmes. Je pense qu'à la régulière, Daniel Ricciardo pouvait aussi gagner ce Grand Prix, et c'est ça en fait qui est très très beau. Si vous voulez, c'est que vraiment, le gaillard est pas allé la voler. C'est-à-dire que récemment, évidemment, on a eu toutes ces courses un peu folles avec des victoires pour Alpine, pour AlphaTauri, pour Racing Point, voilà. Donc toutes ces équipes-là ont gagné des courses, mais c'est à chaque fois évidemment dû à des circonstances. Et la plus méritée des trois entre guillemets, vraiment en rythme intrinsèque, c'était peut-être celle de Perez à Sakir, parce que vraiment la Racing Point était une bonne monoplace. Ici.
Bah, et encore, je dis ça, mais évidemment, les Mercedes avaient dominé le week-end. Bah, ici, Ricciardo, il aurait fini deuxième, de toute façon, s'il gagnait pas le Grand Prix, si c'était Verstappen. Donc, la McLaren avait un très joli rythme sur ce week-end. On l'a vu quand même hier qu'en Cave Sprint c'était compliqué. Hein. Sur un relais complet, ils ont quand même pris une petite valise. Mais quand la McLaren menait le Grand Prix, eh ben, il s'en est très très bien sorti et s'est très bien débrouillé avec Daniel Ricciardo. Donc vraiment, là, il fait une victoire qui est amplement méritée. Et je suis content que ce soit lui qui l'obtienne parce que voilà, c'est quand même un pilote qui a besoin de quelque chose et j'espère que Monza va être son déclic, un peu comme ça l'a été en 2019 chez Renault. Alors, c'était pas qu'à Monza, parce qu'il avait aussi fait un très joli Grand Prix à Spa 2 semaines avant, une semaine avant. Mais c'était dans ces eaux-là, encore une fois. C'est en arrivant plus ou moins à Monza, il trouve quelque chose qui fonctionne avec la voiture et il parvient à vraiment sortir de belles performances. Donc, j'espère que ça va être de nouveau son déclic et qu'il va pouvoir bien s'en sortir comme ça, parce que Ricciardo, aujourd'hui, il fait quand même aussi le meilleur tour en course. Donc, il gagne avec le meilleur tour. Voilà, il part deuxième sur la grille. C'est pas une victoire qu'il a volée. Lando Norris deuxième, c'est super aussi, et j'étais très heureux de voir sa joie justement à la fin, de le voir vraiment hilar et super heureux de voir que c'était un doublé McLaren, alors que j'aurais compris s'il était déçu parce que voilà, il était moins rapide que Ricciardo, enfin il était plus rapide pardon à un moment que Ricciardo après le restart. Ricciardo a très très bien réagi. Il a remonté, il a dit ok, on me dit d'aller plus vite, pas de souci. Je vais plus vite, je gardais quelques dixièmes juste pour que voilà, mais je le sors de mon DRS et après il se débrouille avec Bottas, avec Perez et voilà. Et ça s'est très très bien passé justement. Ça fait 4 podiums pour Lando Norris cette saison. Il continue, il continue d'avoir vraiment une superbe saison et voilà, il peut légitimement penser que cette première victoire arrive. Et franchement, vu la restructuration qui a été mise en place avec cet air Zak Brown, parce que j'aime beaucoup Andreas Seidel et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et il a une énorme part dans la restructuration de cette équipe. Je trouve que là, aujourd'hui, on a un peu trop oublié Zak Brown dans pas mal de commentaires à dire merci Andreas Seidel. Non, je pense que la première personne à remercier, c'est Zak Brown, qui s'est retrouvé quand même... il s'est retrouvé catapulté à la tête de l'équipe dans une période où ça n'allait pas, mais alors pas du tout. C'est un homme qui relève beaucoup de défis, donc ça me surprend pas en soi qu'il ait dit allez, McLaren au fond du trou, mais c'est mon équipe de cœur, on va la remonter ensemble. Et voilà, ça me surprend pas qu'il ait pris ce défi comme ça par le corps, mais les premières années, ça ne marche pas du tout. Et tout le monde lui est facilement tombé dessus, comme si voilà, Zak Brown arrive et en 3 mois, il doit faire de la voiture qui était 7e meilleure voiture ou 8e meilleure voiture du plateau, une voiture qui gagne. Je pense que c'était évidemment très compliqué. Mais vraiment, voilà, il a simplement appliqué ce qu'il faisait chez Just Marketing International, ce qu'il a fait dans toutes les autres entreprises qu'il a dirigées. Voilà, c'est une méthode simplement de dire, je prends les bonnes personnes, je les fais adhérer à un projet global, je les place aux bons endroits. Et c'est ce qu'il fait, et c'est ce qu'il a encore très bien fait. Zak Brown, il arrive fin 2016, si je dis pas de bêtises, Louis. Il arrive fin 2016, c'est dans les derniers Grands Prix. Et donc voilà, il a un chantier incroyable. Il se retrouve avec l'année 2017, avec le moto Honda, où il faut quand même faire ce qu'on peut. Et après, 2018, la voiture est très mauvaise, mais c'est à partir de 2019 qu'on voit déjà que la voiture s'est bien améliorée parce qu'il a mis Andreas Seidel, il a mis les bonnes personnes, il a essayé avec Just Capito, il a vu que ça ne fonctionnait pas, voilà. Il a restructuré ça comme il faut. Et donc oui, Andreas Seidel, c'est lui qui a mené les hommes directement de la section course, mais Zak Brown, il a tout autant de mérite parce qu'il a placé les bonnes personnes aux bons endroits. Et on vous rappelle quand même qu'il a réussi à faire de la McLaren en 2019 un panneau publicitaire roulant, alors que les mecs sortaient d'une saison où ils ont fini avec la pire monoplace du plateau, où lui il arrive avec 50 sponsors en plus parce qu'il a ce bagou, il a cette classe et cette manière de faire justement pour faire avec les sponsors. Donc aujourd'hui on a un superbe duo chez McLaren parce que ça fait, écoutez, d'un côté Zak Brown qui gère justement d'une main de maître tout ce côté-là, tout le côté commercial administratif on va dire, et Andreas Seidel qui gère extrêmement bien le sportif, et ça donne aujourd'hui une victoire et un doublé pour McLaren Mercedes. Ça faisait depuis 2010 donc que ça n'était pas arrivé. Coquimic, on débriefe l'accident Hamilton Verstappen à la fin de ce live, puisqu'ils ont terminé bien loin dans le classement, on fait l'ordre dans le classement, et pour l'instant on n'est qu'à McLaren. La livrée orange est arrivée avec Zak Brown, tout à fait, c'est lui, hein. C'est lui qui... Les livrées fadas grise et grise très foncée, c'est Ron Dennis, parce que Ron Dennis c'était l'austérité. Zak Brown, c'est le côté beaucoup plus créatif, on va dire, et l'envie de faire un petit retour aux sources. Et donc voilà, on a mis ces nouvelles couleurs, enfin ces anciennes couleurs du coup. Si j'ai bien regardé, c'est la première victoire de McLaren en orange depuis le Grand Prix du Mexique 69, en tout cas en orange en termes de
comment dire, de couleur principale. Et il y avait après, dans le début des années 70, des petites bandes orange, mais la voiture était plutôt blanche. Mais donc, en tout cas, bravo. Bravo à McLaren, bravo à Daniel Ricciardo, bravo à Lando Norris. Superbe doublé. Et là, il y a vraiment rien à redire. Et je pense que tout le monde est très heureux aujourd'hui de ce résultat. Valtteri Bottas, troisième. Bah, bravo. Et c'est un peu triste. Alors, c'est un peu triste d'un côté, je me dis. C'est bête parce qu'il se réveille au moment où il a plus de volant, mais peut-être justement que ça le libère. Voilà, maintenant il n'y a plus toute cette incertitude qui pesait autour de son avenir, parce que je crois fermement qu'à un moment donné, le gaillard devait sentir le vent tourner et se dire que peut-être il n'avait plus de volant à F1, parce que Mercedes allait mettre seul et que lui, il ne trouvait pas forcément d'autres alternatives. Maintenant qu'il sait qu'il a un long contrat chez Alfa Romeo, il a livré un superbe week-end. Le meilleur temps lors des qualifications de vendredi, super, bien joué Valtteri. Une qualif sprint hier qu'il a mené de main de maître. Ça faut aussi le saluer. Tout en sachant qu'il devait partir dernier, en tout cas au fond de la grille. Et aujourd'hui, il est remonté, quoi. Il est très bien remonté, et c'est-à-dire qu'alors, évidemment, et c'est un peu ce qui m'a un peu peiné, peut-être, c'est que j'ai eu peur qu'on se dise, oui, mais Bottas remonte uniquement parce qu'il a une Mercedes, voilà. Alors oui, évidemment, mais comment vous dire, les autres ont pas non plus, il n'y a pas eu pléthore de dépassement, quoi. Lui, au moins, il a réussi à faire quelque chose, même si la voiture était plus rapide que les autres, fallait remonter. Il finit troisième, donc très bon bilan comptable aussi pour Valtteri Bottas, qui marque 15 points. J'ai bien aimé aussi, évidemment, sa petite remarque après. Enfin, j'ai pas aimé, disons, que David Coulthard l'interroge sur l'accident entre son équipier et Verstappen. Je veux dire, à ce moment-là, lui, il s'en fout, il vient de faire un super Grand Prix, il est troisième, on devrait lui dire bravo. C'est vrai que oui, l'an dernier, il n'avait pas remonté en plus avec la Mercedes, donc c'est bien aussi qu'il l'ait fait là. Là, je trouve que voilà, c'était pas... Et donc, il a bien fait de répondre qu'il n'avait rien à foutre, et que voilà... lui, il en a profité, mais je vois pas ce que la question venait faire là. Donc, bien joué Valtteri Bottas, une belle troisième place, et voilà, il a bien remonté. J'ai trouvé que c'était un joli Grand Prix de Bottas, et peut-être que ça va être le déclic pour cette fin de saison, en fait. Oui, il marque 18 points sur ce week-end, évidemment, puisqu'il a marqué 3 points hier, et que lui, il les garde, même s'il n'a pas la pole et qu'il s'est en son fond de grille, il gardait évidemment les points marqués en qualif sprint. Mais du coup, franchement, voilà, bien joué Valtteri Bottas, et ça peut être positif pour Mercedes. Vous voyez, paradoxalement, de virer Bottas va peut-être l'aider à maintenant remonter à un bon niveau. Alors peut-être que ça va créer des petites frictions avec Hamilton, qui sait. Mais par contre, ça pourrait être très bon niveau comptable pour la fin de saison de Mercedes face à Red Bull. Et donc ça peut être très important, évidemment, parce qu'au final, aujourd'hui, sur ce week-end, si je dis pas de bêtises, Mercedes a marqué plus de points qu'Red Bull. C'est tout ce qu'il demande, très clairement. Donc bien joué Valtteri Bottas, un beau Grand Prix. Charles Leclerc 4ème, là aussi, hein, on est heureux. Alors évidemment, j'ai eu un peu peur, voilà, il était il était un petit peu dans les vapes hier, voilà, il y avait des petits soucis, notamment la tête, des petits maux de tête, la nausée, ça c'est des symptômes qui sont pas simples évidemment sur un circuit aussi rapide, et c'était hier matin, hein, si je dis pas de bêtises, et il a quand même fait la course, il a fait une belle course, une belle qualif sprint hier, et ici, Charles Leclerc 4ème, c'était bien joué, voilà, je pense que ils auraient aimé, avec Carlos Sainz aussi, qui a fait une jolie course, ils auraient aimé bien sûr finir sur le podium, sur le podium à domicile. Quand vous voyez la course de l'an dernier, c'est très bien, Boyo, que tu le mentionnes dans le chat, quand vous voyez la course de merde de Ferrari à domicile l'an dernier, c'est merveilleux de les voir 4 et 6. Hein. Et ça leur permet en plus de limiter la casse dans la lutte contre McLaren, parce que McLaren a fait superbe moisson de points sur ce week-end. Il marque quand même 27 points pour Ricciardo, 18 points pour Norris, donc là c'est quasiment parfait. Et Leclerc et Sainz arrivent quand même à marquer 20 points eux deux, donc finalement le déficit n'est pas si élevé, donc c'est quand même positif, et voilà, c'est très bon pour la suite des opérations, je pense, parce que oui, ça manque encore un peu de puissance, ça manque encore de vitesse de pointe bien sûr, mais c'est bon, encore une fois quand même, 4 et 6, c'est un très bon résultat. Ils entourent donc le pauvre Sergio Pérez, j'ai envie de dire, c'est pauvre Sergio Pérez, qui encore une fois quand même est un petit peu transparent, quoi. Il se qualifie 9ème. Oui, la Red Bull n'était pas forcément très à l'aise sur ce circuit, mais son équipier fait 3, donc c'est un problème. Après, en qualif sprint, il finit 9, donc il change même pas de place. Et ici, il remonte un peu, il se prend sa pénalité pour avoir coupé la piste. J'ai trouvé que ce week-end, les commissaires étaient quand même beaucoup plus violents sur les pénalités, surtout aujourd'hui. On en a eu une belle pelletée quand même de pénalités sur tout ce Grand Prix. Maintenant, il fait des erreurs, il n'était pas encore... C'est compliqué, mais Pérez 5ème, j'ai un peu de mal pour lui, malheureusement.
c'est dommage. Après, voilà, il fait podium, hein, techniquement, bien sûr. Il fait podium, mais voilà, il rend pas la place. Je peux comprendre qu'il y a eu la pénalité, bien sûr, mais je sais pas. C'était encore ce genre de course où il y a toujours un petit quelque chose qui va pas, vous voyez, sur ce genre de week-end où c'est pas propre. C'est pas propre, c'est pas nickel chrome, quoi. Donc c'est un peu le souci. Mais voilà, il suffit de rendre la place, bien sûr, ça je conteste pas. Et c'est vrai que ce que disait Bottas, qui après il peut profiter d'une grande aspiration, c'est vrai que c'était pas très fair play. C'est un peu la jurisprudence de ce qui est arrivé, vous vous souvenez, en 2008 avec Lewis Hamilton et Kimi Raikkonen à Spa. C'était un peu la même chose, c'est-à-dire que Hamilton il laisse passer Raikkonen pour pouvoir l'attaquer dans le virage qui suit. Évidemment, là, c'était pas un avantage qu'il a laissé. Donc voilà, Perez, faut quand même qu'il fasse mieux. Après, on parle de la Formule 2, oui, mais en F2, vous savez que c'est un petit peu la foire, donc faut pas s'inquiéter. Voilà, les pénalités, on mettra ça plus tard quand ils seront en F1. Lance Stroll 7ème à l'heure où je vous parle, parce que voilà, Lance Stroll qui est sous investigation. Alors, si je dis pas de bêtises, si je dis pas de bêtises, c'était quand même, c'était donc parce qu'il serait allé trop vite sous drapeau jaune, hein, je crois, Lance Stroll. Donc voilà, c'est à voir encore, hein, de voir. On va voir, ouais, il n'a pas assez ralenti sous drapeau jaune. À voir ce que va dire évidemment ce que vont dire les commissaires sur ce coup-là. Disons que le truc, bah, c'est un peu comme d'habitude, quoi. Si enquête, c'est que souvent c'est précis. Ah oui, c'était peut-être avec Charles, effectivement. Oui, pardon. Mais voilà, c'est genre le truc en général. S'ils sont inquiets, voilà, je pense que c'est pour ça. C'est vrai qu'on l'a pas vu de la course, Mylène. Bon, voilà, Stroll, ça part dans le top 10, voilà, ça fait une course moyenne. En fait, globalement, alors s'il prend 5 secondes, Stroll, il termine devant Ocon. Il termine devant Ocon pour 64 millièmes. Pour être tout à fait précis. Alors oui, Stroll, ce qui s'est vraiment passé dans sa course, c'est vraiment ce côté, enfin ce moment sur Vettel là qui était pas top du tout, qui était voilà, qui a fait perdre beaucoup de place à Vettel. Je vais vous en parler après de Sébastien Vettel, mais ça n'a vraiment pas été un Grand Prix facile pour lui. Stroll fait le job, après il fait le taf, hein, mais bon, s'il prend 5 secondes, il perd 2 places au profit d'Alonso et de Russell. Voilà, puisqu'il termine à 15 secondes 8, Alonso est à 17 secondes 2, Russell 19 secondes 7, et Ocon est à 20 secondes 8 aussi, mais c'est 804 pour Stroll, 868 pour Ocon. Donc il resterait juste devant, et il resterait 9ème, du coup Stroll et Ocon restera avec un seul point. Voilà, c'est Stroll, bon, c'est-à-dire que Stroll et Vettel font un peu ce qu'ils peuvent avec cet Aston Martin qui est quand même en galère. Pareil pour Alonso et Ocon, même si je suis content pour Alonso et Ocon aussi, c'est-à-dire qu'ils sont quand même un peu remontés, et voilà, il y a au moins cette remontée, cette possibilité d'aller dans les points, et c'est pas quelque chose qu'on voyait forcément de l'Alpine devant, enfin, au début du championnat, donc c'est important pour eux de continuer à progresser dans cette voie-là, mais j'ai pas grand-chose à dire sur les courses de Fernando Alonso et Esteban Ocon. Après, sur le week-end, je peux dire évidemment que Fernando Alonso a fait le move of the race hier lors de la Cali Sprint, puisque ça a été mis en avant par la FOM. Mais bon, voilà, la Cali Sprint n'était pas ouf, et on en parlera mardi dans le Grand Prix et jeudi dans le Racing Café. Voilà, Alpine, course moyenne, ils font 4 et 1 point, ça fait 5, bah, c'est pas mal, quoi. Hein, voilà, le moteur Renault, c'est pas simple, et puis voilà, c'était plutôt bon. Quand même, pour eux, de pouvoir finir 8 et 10, voilà, ils sont à leur place, finalement. Ils sont à leur place. Alors, j'ai lu dans le chat, là, que c'était triste, parce qu'ils se retrouvent, les Alpines perdus avec les Williams. Oui, évidemment, tu me dis, il y a un an, les Alpines, enfin, les Renault perdus avec les Williams, bah oui, ils se battent pour la 17ème place, c'est triste. Bah, excusez-moi, se perdre avec les Williams, c'est jouer les points toute la course quand même. Parce que George Russell fait 9, Nicolas Latifi fait 11. Super ce week-end de Williams, et ça fait plaisir. Et c'est-à-dire que je pense que eux, bah maintenant, ils vont commencer à avoir une voiture qui va jouer le milieu de tableau à chaque fois. On va voir flou, hein. Et c'est super, parce qu'on rappelle, ils avaient dit en début de saison que leur voiture était extrêmement pointue et que elle marcherait bien, mais alors dès qu'il y a un brin de vent, ce serait une catastrophe. Bah là, on commence même à avoir des moments difficiles, des conditions difficiles. Dans toutes les conditions, elle commence à fonctionner, cette Williams. Donc, c'est très positif. Là aussi, un superbe travail, notamment de Just Capito, qui a bien restructuré cette équipe. Dorilton Capital, qui a aussi pris les rênes de l'équipe et qui a mis les bonnes personnes aux bons endroits. C'est une équipe sportive, 80% quasiment du boulot, c'est simplement, en fait, pour les... Comment vous dire? Pour un gestionnaire d'équipe sportive, c'est simple, si vous voulez. Prenez... Enfin, le brief est très simple. Toi, tu prends les bonnes personnes, tu les mets aux bons endroits. Basta. Évidemment, c'est le truc le plus dur à faire au monde, mais il faut saluer le fait qu'on a des bons gestionnaires quand même sur pas mal d'équipes de F1 actuellement, et qu'on commence à restructurer correctement toutes ces équipes qui étaient dans une difficulté pas possible. Et on nous dit, c'est con, la voiture change l'année prochaine. Oui, mais la voiture change l'année prochaine, mais ils ont travaillé depuis très longtemps sur cette voiture. Ils ont eu beaucoup plus de temps en soufflerie aussi cette année que tout le monde, puisqu'ils ont fini dernier du championnat.
tout ça fait qu'ils peuvent quand même commencer 2022 avec une très bonne monoplace. Donc bien joué. En perf pur, Williams, ils sont quand même mis de la pire voiture du plateau il y a 2 ans à une voiture qui était quasiment la pire. Enfin, ça se jouait avec la Haas l'an dernier, mais c'était quand même très loin. À aujourd'hui, Russell termine 9ème, on est même plus surpris, on dit même plus bravo à George Russell alors qu'il marque 2 points avec la Williams parce qu'on trouve que c'est normal. Donc, ouais, il était derrière Latifi tout le premier relais, je pense que c'est avec la safety car, j'ai pas exactement regardé. Latifi aussi, franchement, voilà, je m'attendais pas à devoir mener ce train de la hype, mais Nicolas Latifi, oui, qui commence à montrer qu'il mérite d'être un bon pilote de F1, quoi. Enfin, je veux dire, il va jamais jouer le titre, il va jamais jouer de grands moments, je pense, mais écoutez, il fait un bon week-end, Nicolas Latifi. Il finit devant Russell en qualif sprint, ce qui permet à Latifi de battre George Russell en qualification pour la première fois de sa carrière. Ça, bon, voilà, on en pense ce qu'on en veut, mais je commence presque à me dire que l'an prochain, Latifi va être dans une équipe qu'il connaît maintenant sur le bout des doigts, il aura bien participé au développement de la voiture 2022. Ah, je me dis que Albon, il va pas forcément venir en terrain conquis non plus, le gaillard. Et je m'attends à ce que ce soit beaucoup plus serré que les branlées magistrales que Latifi se prenait par Russell au début, en qualification notamment. Ah, je me dis que ça peut être bien, et ça peut être bien, parce que du coup, si c'est plus serré, il y aura une émulation entre les deux, ça peut tirer encore l'équipe vers le haut. Donc, malgré la perte de George Russell, qui est un élément gigantesque de cette équipe. Donc, je trouve que Latifi, franchement, il est vraiment bon, quoi. Depuis la Hongrie, il fait des bons Grands Prix, donc bien joué. Bien joué Nicolas Latifi, 11ème, il finit pas si loin des points. Franchement, agréablement surpris par le pilote canadien qui, on va pas se le cacher, quand il arrive en 2020, comme tout le monde, je pensais qu'il n'avait été absolument pas sa place. 2020 a prouvé qu'il n'avait été absolument pas sa place. 2021 commence à prouver le contraire. Et encore une fois, ça revient à notre débat qu'on avait eu dans le Racing Café. Je vous le publierai demain sur YouTube, d'ailleurs, ce débat sur le sport automobile coûte-t-il trop cher. Je le publierai donc demain sur ma chaîne YouTube. Du coup, si maintenant Latifi commence à avoir le niveau, t'enlèves encore une place pour les jeunes pilotes, quoi. Parce que dire par exemple que Mazepin n'a rien à faire en F1, surtout vu son Grand Prix d'aujourd'hui, et que lui pique une place aux jeunes pilotes, oui. Latifi, je commence à de moins en moins penser qu'il bouffe un baquet. Donc c'est bien. Bien joué Nicolas Latifi. 12e place de Sébastien Vettel. Alors là, écoutez, Sébastien Vettel, il s'est fait cyberbully toute la course. Ça, c'était terrible. Hein. Mais malheureusement pour lui, c'était pas cyber. C'était bien réel, là, le truc. Il s'est fait harceler de toutes parts. Et en fait, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine pour Sébastien Vettel de l'avoir vu pendant tout le Grand Prix passif comme ça. C'est-à-dire qu'il subissait tous les assauts de ses adversaires, à commencer par son adversaire principal qui était son équipier. Ça, c'est un petit problème peut-être chez Aston, mais il s'est fait absolument... Il s'est fait, voilà, envoyer partout, envoyer dehors par Ocon, machin. Enfin, c'était super compliqué pour Sébastien Vettel, qui a pas pesé non plus après sur la bataille vraiment dans le milieu de plateau. Donc voilà, 12ème, c'est pas top. Après, je continue de penser que malheureusement, l'Aston est peut-être sur une pente descendante. Alors, ils peuvent encore viser des moments forts, comme ça arrive en Hongrie, avant la disqualification, mais je pense malheureusement qu'en termes de perf, tout le monde est en train de pas forcément d'améliorer les voitures, mais de remonter d'un point de vue opérationnel et de les comprendre tellement mieux. Et Aston, ils ont l'air de stagner. Le problème, c'est quand tu stagnes, en fait, tu descends dans le classement. Donc ça, c'est un gros souci pour eux. Sur ce week-end, je pense qu'ils ont de la chance que Giovinazzi commence à vendanger particulièrement les opportunités qui se présentent à lui, parce que sinon, l'Alpha était meilleur. Et comme Raikkonen n'était pas là, Kubica, lui, il a fait ce qu'il a pu. Donc voilà, je pense que Vettel, là, ça va commencer à être compliqué. Et aujourd'hui, il a juste pas pesé. Alors évidemment, voilà, oui, ils ont pas conçu la voiture, donc évidemment, voilà, on peut avoir du mal à l'exploiter correctement. Mais ça, après, le truc, si tu veux, Manu, c'est que je peux pas leur trouver une excuse sur ce coup-là, parce que c'est le modèle qu'ils ont choisi, en fait. T'as plusieurs modèles maintenant que tu peux choisir pour concevoir une Formule 1. Ça a bien fonctionné l'an dernier avec la Racing Point. Aujourd'hui, c'est compliqué avec la Aston Martin, mais je peux pas leur trouver d'excuses sur ce plan-là. Je dis juste qu'il fallait choisir l'autre manière de faire, tout simplement. Mais c'est vrai que voilà, ils stagnent plus que Williams, qui elle, voilà, chez Williams, évidemment, ils découvrent des choses sur cette voiture sans arrêt, et ils peuvent la comprendre parce que la jeunesse de ce projet date d'il y a 2 ans, en fait. C'est pour ça qu'ils peuvent vraiment beaucoup mieux comprendre et améliorer leur monoplace. Oui, alors après Mylène, oui, alors c'est de bon ton. Je crois que c'est Monkey Seed qui le rappelle souvent sur Twitter, la fameuse scène dans Drive to Survive où Lawrence Stroll dit et si les gens sont déjà jaloux de nos performances cette année et qu'ils attendent de voir la voiture de l'an prochain.
Évidemment, c'est facile de dire ça, mais c'est du bullshit marketing. Je veux dire, vous demandez à tout le monde, au dernier Grand Prix de la saison, qu'est-ce qu'ils vont faire l'an prochain, ils vont dire bah mieux. Et voilà, ah bah franchement, si cette année on vous a surpris, allez voir l'année prochaine. Et puis l'année prochaine, souvent c'est moins bien. Voilà, mais c'est normal. Le problème, c'est qu'à un moment, il y en a forcément qui vont se tromper et qui seront moins bons que voilà. C'est tout à fait normal. Exactement, Clément. L'ami Clément qui nous envoie un petit message. Voilà, avec Escapito et François-Xavier de Maison, franchement, il n'y avait pas de doute que Williams, ça allait fonctionner et ça allait bien matcher. Bien entendu. Hop, je vois que ça demande... Oui, alors oui, aussi, on nous dit, n'oubliez pas que Vettel n'a pas de contrat en 2022, il va être confirmé, arrêtez. Ce ne sont que des basses rumeurs, ça va travailler dans le bon sens. Faut pas s'inquiéter, je pense, il n'y a pas de raison de se séparer de Sébastien Vettel, et je pense pas qu'il songe actuellement à la retraite. 13e et 14e place du coup pour les Alfa Romeo, Antonio Giovinazzi devant Robert Kubica. Kubica, je vais être rapide avec lui, il fait encore le boulot voilà, dans son rôle de remplaçant, je pense que c'était son dernier Grand Prix, puisqu'à mon avis, oui c'est à la fin Valkyria le fait des AlphaTauri, puisqu'elles sont dernières. Mais du coup, Alfa Romeo, voilà, c'est... Kubica, lui, il fait ce qu'il peut et c'est bien, il a fait un bon week-end encore et voilà, il fait vraiment tout ce qu'il peut avec cette voiture et c'est très bien de le voir comme ça, le Polonais, ça nous rappelle quand même que le garçon sait piloter. Maintenant, Giovinazzi, là, ça devient compliqué parce que si vous voulez, c'est super ce qu'il fait en qualif depuis qu'il sait qu'il est dans une merde pas possible pour son baquet de l'an prochain. Bon, la semaine dernière à Zandvoort, on peut trouver des circonstances atténuantes, il y a la crevaison qui ne l'aide pas, voilà, on peut dire qu'il se passe des trucs, il se fait malmener par les Alpines qui ne font pas forcément les choses bien dans le premier tour, donc bon, je peux trouver des circonstances atténuantes. Aujourd'hui, c'est plus possible, quoi. Il fait un super week-end, jusqu'à la qualif sprint, il se qualifie, du coup, il part 7ème aujourd'hui, et il se met lui-même. Il se met lui-même dans le mur. Je suis désolé, tout part du fait qu'il coupe la chicane, pas forcément complètement besoin de le faire, et en revenant, il regarde absolument pas où est Carlos Sainz, il s'accroche, ça aurait pu être un accident terrible, parce qu'on aurait pu avoir plusieurs voitures strikées d'un coup, heureusement il n'y a eu que lui, personnellement, alors, c'est-à-dire que je comprends la pénalité, parce que il mérite, sur l'incident, il mérite 5 secondes de pénalité, pour moi il n'y a pas de discussion, maintenant la mettre, alors qu'il s'est déjà pénalisé lui-même et se retrouve très loin, que ça n'a pas... rendu la course de Sainz moins bonne, ça je comprends un petit peu moins bien. Mais voilà, pour moi c'est mon avis. Après, c'est bien du coup qu'il ne pénalise pas sur les circonstances, enfin comment dire, qu'il ne pénalise pas sur le résultat, mais plutôt sur exactement l'action en elle-même. Donc ça c'est une bonne chose. Mais voilà, bien joué de la part des commissaires, mais pas bien joué malheureusement Antonio Giovinazzi. Et c'est terrible parce que même sur des grands prix où c'est un peu foufou, c'est-à-dire que t'as les deux leaders du championnat qui s'accrochent, t'as les deux AlphaTauri qui soit ne partent pas, soit abandonnent, y a moyen d'aller chercher des trucs pour les équipes qui sont habituellement plus loin. Alpha finit quand même 13 et 14. Quoi. Ils ont été cette saison dans l'incapacité la plus totale de profiter des événements pour aller devant. Parce que là, Giovinazzi, s'il garde sa 7ème place au départ, et il était parti pour le faire. D'ailleurs, je dis ça, non, il se retrouve même entre les Ferrari, donc il pouvait même être 6ème. Donc, si t'enlèves Hamilton Verstappen, virtuellement 4, s'il se fait passer par la deuxième Ferrari, et puis par Bottas, là, il finit 5 ou 6, quoi, le gaillard. Et là, c'est un gros coup pour Alfa Romeo, et c'est très bon. Mais là, du coup, aujourd'hui, Alfa Romeo, ils ont perdu encore 2 points sur Williams. On sait qu'ils reviendront pas. On sait évidemment qu'ils reviendront pas sur Williams cette saison. Il y a maintenant 19 points de retard, mais c'était pas la peine de passer d'un écart de 17 à maintenant 19 points. Quoi. C'était vraiment pas utile. Donc là, Giovinazzi, je le défends beaucoup et vous le savez, je l'aime bien le pilote italien parce qu'il a montré avoir sa place aussi en Formule 1. Mais là, ça devient compliqué parce que ce sont des week-ends qui sont cruciaux pour lui. Et là, il a vendangé une très très belle opportunité de marquer des gros points avec son Alfa Romeo. 15e place pour Mick Schumacher, devant donc l'abandon de Nikita Mazepin. Bon, on va parler encore une fois là, de tic et tac, hein. C'est littéralement les Rangers du risque, les deux, là j'en peux plus. On l'a eu l'accrochage, ça y est, hein, donc il se rapproche. Alors, petit accrochage, hein, petite pirouette, petit contact où Mazepin défonce complètement son équipier, voilà. C'est bien. Nous, on a eu peur, en plus on se dit c'est Monza, ça va vite, on peut avoir un énorme... Ça va, pour l'instant c'est pas mal. Là, voilà, l'agence touriste, là, ils ont bien fait ce qu'il fallait. Mazepin, écoutez, Mazepin, je suis désolé, c'était une catastrophe encore. Alors bon, il fait pas une si mauvaise course, qualif sprint,
très clairement. Mais là, bon, aujourd'hui, ça a encore été une catastrophe. J'ai cru, vraiment j'ai cru, que Mazepin avait fait un tête à queue. En fait, j'ai mis un tweet quand il a arrêté sa monoplace parce qu'il y avait les traces en fait de pneus. Je me suis dit, bah ça y est, il est parti. Mazepin n'arrange pas, voilà, c'est un week-end terrible. En fait, non, il a eu un problème mécanique. Mais c'est terrible, quoi. Là, franchement, c'est pas possible. Alors voilà. Manu nous le dit, est-ce que maintenant que la FIA l'a sanctionné, croyez-vous que Mazepin pense qu'il a tort? Je suis pas sûr, mais enfin, quoi, ça y est, c'est-à-dire que la FIA s'est enfin dit qu'il méritait 5 secondes, il méritait amplement en plus, mais c'était plus possible, quoi. Là c'était incroyable, vraiment. Là, Mazepin a été mauvais, Schumacher, bah, il fait ce qu'il peut avec un tracteur, comme d'habitude, hein. Là, c'était pas bonne, donc il a clairement fait ce qu'il a pu, il finit 15e, regardez, il finit 15e à 20 secondes de Kubica. Donc autant vous dire que Léa c'était littéralement nulle part et c'est pas surprenant. Je vous avoue que j'ai en même temps esquissé un sourire et de l'autre eu très peur quand j'ai vu drapeau jaune et les deux as qui ont des positions qui s'intervertissent. Je me dis ça y est, ils sont accrochés. Donc là maintenant, bah, le réalisateur, soit il nous montre une image mais de désolation totale avec une as déchiquetée parce qu'ils sont accrochés dans une ligne droite, soit ça va être rigolo. Et ben heureusement ce fut rigolo de voir Mazepin percuter Schumacher. Mais je suis vraiment désolé pour Mick Schumacher qui doit commencer à en avoir marre d'avoir un équipier pareil. Bon, accrochez les ceintures maintenant parce qu'on va attaquer le gros du truc. Vous êtes 105 sur le chat et sur le live Twitch, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner bien sûr. C'est le bon moment à envoyer des bits. Bien évidemment, je rappelle d'ailleurs que c'est moins cher de s'abonner sur Twitch en septembre, mais on y est. Lewis Hamilton, Max Verstappen, 25 tours de course et au 26e, boum patatras. Bon, je vais commencer par le truc simple et normal, c'est-à-dire déjà, merci le halo et on s'en sort très très bien, parce que là on peut largement en rigoler de cet accrochage, dire que voilà, on peut en débattre et tout, pour le même prix, bon, Hamilton se fait quand même rouler sur la tête, hein, donc... je suis pas mécontent que le halo soit là. Le halo n'a pas empêché la roue de Verstappen de venir en contact avec la tête de Lewis Hamilton, mais au moins après, elle a fait remonter la roue. Donc personnellement, je suis très content de cela. Bon, alors déjà, l'accident en lui-même vient à la base de la petite erreur quand même du mécano Red Bull. Là, je vous avoue un truc très simple. En fait, on a eu un souci. J'ai eu un petit souci à régler pendant les phases d'arrêt au stand, donc j'ai pas vu l'arrêt au stand encore de Max Verstappen, mais voilà, donc il y a eu cet arrêt au stand blanc chez Red Bull. Sans ça, évidemment, il ressort jamais. Lewis Hamilton ne ressort jamais à côté de lui. Donc vraiment, il n'y a pas de problème là-dessus. Ça vient évidemment de là. Maintenant, l'incident en lui-même. Bon, Hamilton, oui, Hamilton fait un mouvement agressif sur la gauche. On s'attend à quoi? Le mec, il ressort des stands, il voit que derrière lui, c'est Verstappen. Il peut reprendre des points alors que c'était mal barré. Bah, évidemment qu'il va tenter un truc. Donc, il le sert. Après, d'un côté, vraiment, je me dis, oui, si on est très factuel, oui, Lewis Hamilton sert trop Max Verstappen. Voilà. Que ce soit pas forcément l'entrée de virage, mais dans la chicane, il le sert trop. Maintenant, il est aussi totalement factuel de dire que Max Verstappen a forcé le passage aussi. Donc, à partir de ce moment-là, c'est 50-50. Il n'y a pas de fautif. On a juste deux pilotes qui vont, mais absolument aux limites de ce qu'ils peuvent faire. Et c'est parfait, quoi. C'est exactement ce qu'il faut. Verstappen, là, d'un côté, il fait quand même ce qu'il a à faire. En fait, les deux font ce qu'il faut faire. Parce qu'Hamilton, il est là à dire, écoute, mon gaillard, j'ai l'avantage de la position sur toi, je te tasse, machin. Crois pas que ça va être facile, je vais pas te laisser passer facilement. Donc, je te sers. Et Verstappen, il a raison d'un côté de dire, eh bah ouais mon gars, je me mets à côté de toi, je suis là pour te prendre ton titre. Pardon, tu me sers? Non, mais c'est toi qui vas élargir mon gaillard. Tu vas te foutre large parce que moi, je reste là. Et bah forcément, ça a fini en clash. Et honnêtement, ça va continuer comme ça, tout le long de la saison. Ça va continuer parce que maintenant, le problème aussi, c'est que les deux sont convaincus d'être dans leur bon droit. Et à mon avis, surtout Verstappen, j'en suis sûr. Hamilton, je pense aussi. Mais les deux sont convaincus dans le bon droit. Donc, prochaine fois, encore serré entre les deux. Bim, allez, on se raccroche. Jusqu'au moment où il y en a un qui va lâcher. Et c'est en fait là qu'ils veulent se pousser à ce moment-là. Est-ce qu'il y en a un qui va lâcher? Demandez à Prost et Senna, il n'y en a pas un seul qui a lâché. Hein. Donc, c'est pas garanti que quelqu'un va lâcher, mais ça va nous valoir une fin de championnat incroyable. Bien évidemment, qui peut se poursuivre après sur des années. Hein. Faut pas s'inquiéter. Mais moi je suis assez d'accord quand même sur le côté, oui, Verstappen, voilà,
il, il a pas non plus le droit de râler, sachant que c'est sa spéciale, quoi. La spéciale de Verstappen, c'est toujours de mettre l'autre voiture dans une situation où c'est elle qui doit lâcher, sinon l'accrochage arrive. Bah là, Hamilton, il a pas lâché, et ils sont accrochés, basta. Là, Verstappen, en fait, il peut... Par exemple, à Silverstone, il peut pas vraiment dire que c'est... Enfin, il peut pas vraiment s'en vouloir à lui-même, parce qu'il est devant Hamilton, c'est Hamilton qui va le toucher, voilà, il a pas à le laisser passer à cet endroit-là. Ici, il peut s'en vouloir, parce que s'il voulait éviter le contact et continuer, et penser championnat, bah, il coupait la chicane, tout simplement. Voilà. Là, il l'a pas fait, bah, accrochage des deux. Finalement, bilan comptable, Verstappen repart avec 2 points de plus d'avance sur Hamilton, puisqu'il a marqué ses 2 points hier. Donc quand même, globalement, bilan comptable sur le championnat, mais il s'en sort mieux. Mais pour moi, franchement, c'est un incident de course qui ne fera que se reproduire, parce qu'on va avoir 2 pilotes qui vont absolument tout donner. Et voilà, ça va devenir très très compliqué. Donc vraiment, ça va nous valoir une fin de saison totalement folle, hein, si ça continue comme ça entre les deux. Mais ils vont jouer à ça jusqu'au bout. J'en suis convaincu maintenant. Ils vont jouer à ça tout le temps. Et dès qu'ils se retrouveront en piste, eh ben, il va pas forcément se passer quelque chose, mais il y a des grandes chances qu'il se passe quelque chose, parce que les deux ne voudront pas lâcher. Et je comprends leur position à tous les deux. Je comprends très honnêtement leur position à tous les deux. Voilà, c'est-à-dire que je veux pas, et je pense pas qu'il faille aller taper sur l'un ou sur l'autre. On a juste 2 pilotes qui sont tellement focalisés sur leur objectif ultime de la saison, qui vont jusqu'à s'accrocher. Et en fait, je trouve que il y a une notion belle, quoi. Il y a une véritable notion de sport, d'une certaine manière, pour moi. C'est un peu comme, voilà, comme avec Senna Prost, tant que c'est des moments, voilà, où ça ne dépassait pas les bornes. J'inclus même Japon 89, où c'est juste, bah voilà, Senna attaque, Prost ne veut pas se laisser faire, des trucs comme ça. Bah, ça, je trouve que c'est noble. Si on passe maintenant au délire total qui est de commencer à s'accrocher volontairement comme Senna l'a fait avec Prost en 90, là on va avoir de très très gros problèmes. Mais tant que ça reste un beau duel de 2 grands champions qui donnent tout ce qu'ils ont, et qui tentent vraiment le maximum pour ramener le titre mondial, le titre de champion du monde, bah c'est juste beau, et je pense qu'il va falloir en profiter, quoi, de cette période, parce que voilà, ça fait maintenant quoi, 5 ans qu'on dit que Lewis Hamilton n'a aucune adversité. Bah écoutez, maintenant il en a une sacrée, et puis bah, s'il sort champion du monde, ça va... s'il en sort champion du monde cette année, ça va vraiment le rendre ce 8e titre potentiel magnifique. Et si Verstappen est champion du monde, ce sera le mec qui aura fait tomber le King Lewis, quoi. Donc c'est très fort. Et voilà, et je pense, et même maintenant, merci pour les 100 bits Full Golden, mais merci aussi, on peut repenser à Nico Rosberg, qui est celui qui a vraiment fait tomber le roi Lewis. Bah voilà, ce fut incroyable en fait cette bataille. Et maintenant, je pense que cette bataille qui était vue comme très toxique à l'époque au sein de l'équipe Mercedes, et ben franchement, ça fait plaisir quand même. Ça faisait plaisir finalement de voir que les deux se donnaient à fond, quoi, et qui poussaient dans le dernier retranchement pour aller chercher un titre de champion du monde. Oui, allez, oui, il se met mal. On peut commencer évidemment à dire, voilà, pinailler sur les mots et dire que Verstappen n'est pas champion. Voilà, c'est une expression, duel de champion, c'est duel de roi si tu préfères, duel de grand pilote, je ne sais pas ce que tu voudrais dire, mais voilà. Guy se dit Rosberg n'a pas fait tomber le roi, il l'a créé, c'est vrai qu'on en a un peu parlé aussi dans Racing Café, c'est un peu ça. C'est vrai, effectivement, c'est beaucoup cette défaite de 2016, je pense, qui a donné Lewis Hamilton des 4 saisons suivantes, qui étaient quand même relativement imbattables. Donc on va voir ce que ça va donner encore, cette bataille entre les deux, mais pour moi aujourd'hui, incident de course, 50-50, et on to the next race, comme disent les Britanniques, ce sera le Grand Prix de Russie, la prochaine course. Et on termine malheureusement avec AlphaTauri, mais ça va aller très vite, puisque AlphaTauri, qu'est-ce que je vous dis, sachant que Tsunoda n'est pas parti et que Gasly a abandonné au bout de 3 tours, je peux pas vraiment vous dire grand-chose de leur course, c'est dommage, très clairement. Alors, Gasly hier, franchement... c'est dommage, mais il joue de malchance. Il se prend juste le ralentissement de devant, parce que devant, voilà, ça joue au truc, mais là, vraiment, il y peut rien sur son accrochage, et écoutez, c'est bête, mais l'aileron, il cède 200 mètres plus loin, il peut juste ramener la voiture au stand, et voilà, c'est juste bête pour Pierre Gasly, pas de bol. C'est un peu comme à Bahreïn. À Bahreïn, je pense qu'il est un peu plus en faute, un peu plus, tu vois, agressif. Là, ici, il a juste vraiment totalement subi le départ. Et donc il peut pas faire grand chose. Xohan, peut-être un choix pour protéger la voiture et le moteur neuf. Alors je crois par contre, c'est Gaëtan Miron qui l'avait dit, ils ont confirmé chez AlphaTauri, donc il y avait des problèmes, notamment suite au crash de hier. Tsunoda, j'ai aucune idée par contre de ce qui s'est passé.
Tsunoda, j'ai vraiment pas compris. Il s'est retrouvé à donc devoir partir descendre, mais finalement, ils ont rangé la voiture. Et il est pas parti, Yuki Tsunoda, donc c'était vraiment dommage. Je vais aller voir si on n'a pas des nouvelles de. Si on n'a pas de nouvelles, alors que c'est incroyable, je vois qu'il y a Silverstone en tendance Twitter, donc je pense que les gens comparent évidemment. Ouais, problème mécanique tout de suite pour Yuki Tsunoda, donc ça c'était évidemment très dommage. Tsunoda qui dit. Tac, tac, tac. Oula, ils sont. J'ai pas compris parce que. Sur les déclarations, donc ils mettent que voilà, Gasly dit, voilà, on a su qu'il se passait quelque chose n'allait pas dès les premiers tours, et on n'a pas réussi à le régler, enfin dès le tour de mise en grille, on n'a pas réussi à le régler avant la course. On ne sait pas encore ce que c'est exactement, mais on a dû abandonner. Tsunoda, j'ai pris un bon départ et puis j'ai gagné quelques positions avant d'arriver au virage 4, mais malheureusement je me suis touché avec Kubica et j'ai eu des dégâts à l'aileron avant. Je crois que ça n'est pas arrivé, Yuki. Je crois que ça n'a pas existé, ce que tu es en train de nous dire. Donc je sais pas ce qu'ils ont fait. Le community manager et le responsable de la com de chez AlphaTauri qui a eu quand même un petit peu de mal, mais c'est pas bien grave, bien sûr. Mais voilà, bon, c'est vraiment dommage pour AlphaTauri. Au niveau des championnats, eh bien, ça nous donne Max Verstappen en tête avec 226 points et demi. Il a 5 points d'avance sur Lewis Hamilton. Valtteri Bottas est 3e maintenant du championnat avec 141 points. Lando Norris 4e avec 132. Sergio Perez est 5e avec 118 points devant Charles Leclerc. Carlos Sainz est 7e devant Daniel Ricciardo, le vainqueur du jour. Pierre Gasly 9e. Fernando Alonso 10e. Je pense que c'était pour hier. Yuki, effectivement, ils ont mis son commentaire d'hier, je pense. Esteban Ocon 11e devant Sébastien Vettel. Lance Stroll. Yuki Tsunoda 14e du championnat devant George Russell. Il n'y a plus que 3 points d'écart entre les deux. Nicolas Latifi est 16e devant Kimi Raikkonen, Antonio Giovinazzi, Mick Schumacher, Robert Kubica et Nikita Mazepin, 21e et dernier du championnat. Au niveau du classement constructeur, Mercedes est en tête avec 362 points et demi, Red Bull en a 344 et demi. McLaren est donc 3e maintenant du championnat avec 215 points, 201 points et demi pour Ferrari, donc la lutte va être encore belle je pense pour la 3e place jusqu'à la fin de l'année. Alpine est 5e avec 95 points devant AlphaTauri 84, donc ils ont pu quand même avec les deux voitures dans les points augmenter leur avance. Aston Martin est 7e avec 59 points devant Williams 22 points. Alfa Romeo 3 points et 0 points bien sûr pour Haas qui risque fort évidemment de fermer la marche au championnat cette saison. Xonis, tu poses une très bonne question, c'est à quelle heure l'IndyCar parce que vous êtes quasiment 100. Eh bien, je vous invite à nous rejoindre tout à l'heure à partir de 21h30 pour le live sur cette chaîne Twitch. Je vous commenterai en direct la course d'IndyCar de Portland. Une seule règle, bien évidemment, ne me spoilez pas puisque moi je regarde en streaming, donc je serai en retard par rapport à ceux qui regardent sur la télé. Mais je vous commenterai l'épreuve d'IndyCar de Portland. Il reste 3 courses en 3 semaines. Et donc, on va vous les commenter, ces 3 courses-là. Et ça va être, ma foi, fort sympathique. Le prochain Grand Prix de Formule 1, ce sera donc dans 2 semaines, du 24 au 26 septembre, le Grand Prix de Russie. Autant vous dire que Valtteri Bottas sait qu'il aura une belle chance aussi de briller, bien évidemment, du côté de Sochi, un circuit où il performe en général très bien. On a hâte, évidemment, de voir ce que ça va donner. Bien sûr, et si vous n'avez pas de stream pour IndyCar, bon, je ne vous mettrai pas les images, mais vous aurez un lien dans le chat, donc pas de problème, vous pourrez bien sûr savoir tout ce qui se passe pour cette course de Portland en IndyCar. C'est Alex Palou qui partira en pole position d'ailleurs tout à l'heure. Mauvaise qualif pour nos amis français, c'est Sébastien Bourdet qui est le plus haut sur la grille en 12e position. En tout cas, alors pourquoi ne pas faire de qualif sprint en Russie? Ah non, c'est bon, moi je veux plus, je veux plus moi de qualif sprint ou quoi que ce soit. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là, n'hésitez pas à nous retrouver également mardi soir 20h30 sur cette chaîne Twitch pour Grand Prix, c'est votre émission 100% Formule 1, on reviendra bien sûr en long, en large et en travers sur tout ce qui s'est passé dans ce Grand Prix d'Italie à Monza. Jeudi soir à 20h30, c'est le Racing Café, on vous parlera de Formule 1, de MotoGP avec la très très jolie victoire de Pecco Bagnaia aujourd'hui avec sa Ducati, d'IndyCar du coup avec ce qui va se passer ce soir, et bien sûr aussi de rallye avec le rallye de l'Acropole, le Rallye de Grèce qui a eu lieu ce week-end, donc un très joli programme dans le Racing Café. C'est mardi pour Grand Prix, ce sera mardi pour les semaines à venir parce que finalement il y a un petit changement dans mes calendriers de courses en ligne, donc ça va être mardi pendant quelques semaines et puis on remettra ça à 2 lundis et ensuite ce sera mardi jusqu'à la fin de l'année. Pour Grand Prix, c'est un petit peu votre nouvel endroit, nouvel horaire. Merci beaucoup d'avoir été là, j'espère que ce live vous a plu et que cette vidéo YouTube qui en suit évidemment vous a plu aussi. Je vous retrouve très très vite, merci beaucoup, à la prochaine, ciao ciao.